Somalier. Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Marie-Carmen Prat, Johan Navarra, prévu qui arrive, Corinne Roux, Arnaud Fabre, a donné procuration à Marie-Virginia, parce que lui aussi a contracté le Covid, Marie-Antoinette, Christophe Pasté, Henri Lévesque, prise par des engagements professionnels de la procuration à Solange-Poulenc, Johan Navarre. Nous avons la présence, et je lui souhaite la bienvenue, puisque nous rejoint Juliette Etcheverry, puisque Laurent Langlade lui laisse sa place. L'occasion pour moi de souhaiter vraiment la bienvenue à Juliette et de remercier Laurent pour son engagement au sein de notre conseil municipal pendant plus de 8 années, et notamment sur la question des fêtes qui n'a rien vraiment boosté. Et Johan Navarre, qui avait déjà assumé précédemment, lors du précédent mandat, la responsabilité des fêtes, a accepté de prendre cette délégation en complément de cette délégation à la revitalisation. Je la remercie également. Donc, Juliette Etcheverry, elle est là. Sylvie Sauvignon. Présent. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gauzière. Ludovic Duquin. Présent. Solange Poulenc. Présent. Christophe Vergès. Présent. Olivier Martinez. Julie Saurian. Marjorie Fotous. Olivier Rouffia. Isabelle Lavure. Cédric Mallet. Je vais tous vous inviter à couper vos portables, bien entendu, pour la sérénité de nos débats. Y a-t-il des commentaires sur le procédé de notre dernière rencontre? S'il n'y en a pas, je vous propose que l'adoption. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour son adoption à l'unanimité. C'est l'occasion pour moi de passer au premier point du jour, tel que nous l'avons à l'écran, de remercier les services de la ville pour l'opération auquel une grande partie d'entre nous étions présents samedi, une naissance en arbre, qui nous a permis, avec 35 bébés, de planter 35 arbres sur les berges de la Dour en présence des familles, des grands frères et des grandes sœurs. Je remercie particulièrement Alain Daladi, notre responsable d'espace vert, qui était à l'origine de cette initiative, ainsi que Corinne Roux dans cette délégation. Ces opérations d'association de la population sont au cœur du projet que nous portons, aussi au cœur des nouveaux critères de sélection des villes et villages fleuris. Donc, je rappelle, nous avons obtenu la deuxième fleur, on devrait la recevoir officiellement lors des semaines à venir, avec tous les lauréats de 2021. Cette opération regarde son succès sera renouvelé. Il reste encore des espaces à reverdir dans notre commune. Premier point à l'ordre du jour, le débat d'organisation budgétaire, qui est une obligation pour toutes les communes de notre taille. C'est l'occasion pour moi de vous dire que nous aurons une séance de conseil municipal le 7 avril. Nous voterons les comptes administratifs 2021, ainsi que le compte de gestion et le budget 2022 pour l'ensemble des budgets de la ville. Les résultats de 2021 sont bons, puisque sur le budget général de la ville, nous avons un résultat net positif qui permet de dégager un surplus de 68 000 € pour financer les opérations de 2022. Dans les bonnes nouvelles également, nous avons clôturé le recensement fin février. Nous aurons les résultats officiels à la fin de l'année. Mais le responsable de l'INSEE qui a suivi cette opération, qui a d'ailleurs tenu à féliciter le travail des agents de la ville
l'ensemble du personnel qui a été recruté pour cette opération, prouve que la dynamique d'accueil de populations nouvelles continue. Nous devrions être autour de 5100 habitants, peut-être légèrement au-dessus. C'est l'occasion pour moi de remettre les dernières données de l'INSEE qui ont été publiées en 2002, où nous sommes ces dernières années de nouveau en positif, contrairement à beaucoup de cités qui nous entourent malheureusement, qui est lié non pas au sol naturel. Nous avons toujours, comme de l'ensemble des zones rurales de ce pays, malheureusement plus de décès que de naissances, mais à l'accueil positif des personnes qui font le choix de venir nous rejoindre. Il semblerait que nous ayons à peu près 1,5% de personnes qui chaque année font le choix de venir rejoindre Saint-Sevé. Et donc, année après année, nous gagnons grosso modo une cinquantaine d'habitants tous les ans. C'est un élément qui va impacter nos éléments budgétaires pour 2022, à la fois parce que l'INSEE statistiquement considérait que sur la base des mutations, nous étions en 2022 légèrement en dessous de 5 000, donc on risque de perdre 150 000 euros de mutations, mais donc nous les retrouverons l'année d'après et les années suivantes. Mais c'est également un élément plutôt positif puisque nous avons 0,5% d'augmentation des bases physiques cette année. L'occasion pour moi de vous dire que dans ce débat d'orientation budgétaire, nous allons poursuivre en 2022 l'action au service des Saint-Severin. Je citerai deux opérations majeures. La première, la rénovation de la Fayette Arceau-Verdun, qui est le cœur à la fois commerçant et patrimonial de la ville, qui sont les derniers espaces qui n'ont pas fait l'objet de réaménagement dans l'hypercentre. Et le but, ça a été présenté à la population, on avait invité juste les voisins il y a 15 jours, ça sera présenté le 14 avril en commission de travaux à l'ensemble de la commission travaux, de lancer en septembre la rénovation de ces espaces-là, qui sont les lieux où on a identifié le plus de locaux commerciaux vacants, sur lesquels on souhaite tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent accueillir de nouveaux commerçants. Ces travaux auront sûrement une durée de 8 à 9 mois. L'objectif est qu'ils soient finis pour les fêtes de Saint-Sevé 2023. Dans le même ordre d'idée de travaux visant à la revitalisation, va commencer sous 15 jours les travaux à l'avenue du Général de Gaulle. Ils ont été, je dirais, affinés avec les habitants, avec les commerçants. Le but est de conserver le nombre de stationnements, d'en créer quelques-uns en complément à l'amorce de la rue Papin, de sécuriser le trafic en mettant deux entrées de quartier, deux plats qui vont ralentir le flux des voitures, et de verdir cet axe. D'ailleurs, nous constatons que nous avons 3 maisons ces derniers mois qui sont vacantes et qui vont être réouvertes puisqu'elles sont rachetées par des nouveaux propriétaires sur cet axe qui est une des 2 entrées de ville principales de Saint-Sevé. L'autre opération à souligner, la nouvelle, dont les toitures malheureusement fuient, et qui est, on a fait faire des études d'une véritable passoire thermique, et vu les augmentations des coûts, que ce soit du gaz ou de l'électricité, il est temps à la fois de mettre aux normes l'accessibilité de cet équipement, mais également d'en réduire les frais de consommation, puisque c'est l'établissement public le plus utilisé par les communes. Bien entendu, ces 2 dispositifs sont au cœur des priorités des financeurs publics, puisqu'ils ont été inscrits à la fois dans le dispositif Petite Ville de demain, qui porte les projets de revitalisation, mais aussi dans le CRTE, contrat de relance et de transition énergétique et environnementale, qui est le dispositif de l'État de politique contractuelle qui vise à aider les collectivités à réduire les consommations d'énergie. Malheureusement, notre action publique s'intègre dans un contexte conjoncturel qui est particulièrement sombre au niveau local avec la crise aviaire, la 4e crise en 6 ans. L'occasion pour moi ici de plaider une fois de plus, comme j'ai pu le faire à la région, pour que l'État accélère la vaccination
seule solution pour lutter durablement vis-à-vis de ce virus, une vaccination qui pourrait se faire dans le cadre d'un accord international, puisque plus de 30 pays sont concernés aujourd'hui, et qui, comme ça s'était fait en 2006, n'entraverait pas la capacité à continuer à exporter, et qui permettrait donc de préserver notre mode d'élevage plein-air qui est à la base de la qualité de nos produits. Au-delà de cette crise économique qui touche fortement notre principal atout et nos principales sources d'emploi sur notre territoire, nous faisons aussi face, nos collectivités, à un choc d'inflation. Je vous ai mis un graphique sous les yeux, quelques éléments. En 2020, l'inflation en France était de 0,6%. En 2022, elle devait être de l'ordre de 2% en début d'année. Et chaque semaine annonce son évolution, puisqu'elle était au mois de février à 3,6, au 13 mars à 4,4, et certaines parlent d'une inflation qui pourrait être entre 5 et 6% cette année. Ça impacte tout particulièrement les comptes de la ville. Je vous ai mis quelques éléments. Le SIDEC nous a annoncé en début d'année une augmentation de 40% sur l'électricité, puisque nous achetons l'électricité en gros avec l'ensemble des communes néerlandaises à travers le SIDEC. C'est une augmentation des dépenses pour le Saint-Soleil de 80 000 €. Nous avons bien sûr des envolées sur le gasoil, sur le fioul, sur le gaz, sur le frais d'alimentation, sur le produit d'hygiène, sur les fertilisants. Tout ça représente une enveloppe à ce jour d'à peu près 300 000 € d'augmentation des dépenses, sachant que nous aurons aussi à faire face à l'augmentation des salaires des agents, puisque le gouvernement a annoncé que cet été nous aurons une évolution du point d'indice, qui est l'indicateur sur lequel sont basés l'ensemble de la rémunération des agents publics. Et donc il est possible qu'au final nous ayons à peu près 400 000 € de dépenses supplémentaires liées à ce choc d'inflation. L'occasion pour moi de dire que nous avions fait un gros effort pour abaisser la moyenne d'augmentation de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'on était sur une évolution moyenne en 2011-2013, avant que nous arrivions en responsabilité, à 3,6% d'augmentation tous les ans, et que sur 2014 à 2021, nous avons divisé par 2,4 cette évolution pour avoir une augmentation générale, toutes les dépenses confondues, à 1,5% tous les ans, ce qui était à peu près au niveau de l'inflation. À titre d'exemple, sur 2021, on le verra lorsqu'on votera les comptes administratifs, les charges à caractère général, c'est-à-dire tout ce qu'on achète au fond pour notre quotidien, était au même niveau qu'en 2013. Le travail d'abaissement des dépenses a déjà été mené. Et on ne peut malheureusement pas avoir là-dessus des marges de manœuvre qui pourraient compenser cet effet d'inflation que nous subissons. Nous attendons pour la simple année 2022 une augmentation des dépenses de fonctionnement qui sera probablement autour de 7%. Il y a un deuxième élément qui est pénalisant pour nous, c'est que, ça c'était sur le fonctionnement, et sur les chantiers, comme on a sur les investissements, on fait face, on le voit sur les derniers marchés, à une augmentation des coûts de construction. Vous avez sur la diapositive derrière moi les indicateurs officiels, et vous voyez en jaune l'envolée sur ces derniers mois des coûts de construction, qui est lié lui à un phénomène mondial, à la fois de reprise d'activité, mais aussi suite au Covid, de tensions sur certaines matières premières. À réalité constante, tous les travaux que nous serons amenés à réaliser vont coûter plus cher. Et donc, sur cet effet de ciseaux dans lequel nous serons amenés à malheureusement augmenter la fiscalité sur l'ensemble des ménages, mais également des entreprises qui payent la taxe foncière bâtie, qui sera une augmentation de l'ordre de 6 points. Nous n'avions quasiment pas de
touché depuis notre arrivée à la fiscalité, qui était dans la même proportion. Au regard de ces éléments extérieurs, et après avoir fait un travail de maîtrise des dépenses, nous serons malheureusement, si on veut continuer à pouvoir offrir les services publics auxquels les citoyens sont attachés, à compenser ces phénomènes d'inflation par un prélèvement fiscal. Nous verrons les taux exacts lors du vote du budget prochain. L'occasion pour moi de vous dire qu'une commune comme Saint-Sever a malheureusement, à part ce levier-là, aucune autre marge de manœuvre. Les attributions de compensation reversées par la communauté de communes sont figées. Les dotations de l'État, après avoir été réduites de moitié entre 2013 et 2017-18, où l'année a énormément baissé, sont stables. Elles ne suivent pas l'inflation. Et que ce soit nos recettes liées au cinéma, enfin, beaucoup de lieux publics, elles sont encore inférieures à l'avant-Covid. Donc, nous prévoyons sur l'année à venir une augmentation des recettes qui serait de l'ordre de 1 à 1,5%, d'où cette obligation d'essayer d'ajuster la recette à l'évolution de nos dépenses si on ne veut pas aggraver la dette, puisque cette année encore, nous continuerons à baisser cette dette. L'occasion pour moi, vous l'aviez dans le débat d'orientation budgétaire, dans les documents qui vous sont remis, de rappeler que depuis notre arrivée en 2014, nous aurons baissé à la fin 2022 de 507 000 euros, 1 demi-million d'euros, la dette sur le budget général de la ville. Quelques zones sur les budgets annexes. Un budget nouveau que nous allons créer, qui est un budget qui va nous permettre de faire de la production d'électricité à base d'énergie renouvelable. On voit bien qu'avec cette dépendance du gaz vis-à-vis de pays extérieurs comme la Russie, comme l'Algérie, notre pays a du mal à être indépendant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une capacité à produire de l'électricité à un prix, je dirais, correct, notamment grâce au nucléaire. Mais si on veut aller plus loin, il nous faut tous, c'est un peu l'effet papillon, c'est chacun à notre niveau, produire plus d'énergie renouvelable. Dans ce sens, l'ensemble des toitures du complexe déjà urbain feront l'objet d'une pose de panneaux photovoltaïques, y compris les toitures côté nord, puisqu'il semblerait que les techniques évoluent. C'est l'occasion pour moi de vous dire que l'excédent qui sera généré entre le coût que cela coûte et donc les remboursements d'emprunt et ce qu'on facturera chaque mois à Enedis sera laissé en réserve afin de permettre à la fin des contrats d'avoir le même, sûrement 200 ou 300 euros, qui permettra de désendetter la ville. Le but, c'est que ces recettes non seulement permettent à notre niveau de produire plus d'électricité, ce qui est bon pour la nature, bon pour l'environnement, mais également de participer au désendettement progressif, comme on a pu le faire sur le budget eau et assainissement avec la DSP, et l'endettement de notre commune. Un deuxième budget annexe sur lequel je pourrais faire un petit zoom, c'est là aussi une nouveauté, le bâtiment relais et immeubles de rapport, qui sont au cœur de notre projet de revitalisation. C'est là-dessus qu'on va être amené à acheter et porter les études sur l'immeuble Krabos. Le but étant d'essayer de faire un diagnostic complet des coûts liés au passé industriel de ce lieu, de chiffrer la dépollution, la consolidation, tous les éléments de réaménagement, d'essayer d'aller chercher le fonds friche de l'État, d'essayer de mobiliser un ensemble de partenaires, de façon à ce que le surcoût lié à ce passé d'abandon du lieu puisse être mobilisé par les fonds publics pour renforcer l'attractivité du lieu et faciliter le projet futur de transformation locale. C'est là-dessus également que les projets de location avec possibilité de sous-location sur certains locaux commerciaux, tels qu'on avait pu en parler précédemment, sera porté. Le but étant de permettre de faire quelques travaux et de faciliter la mise en relation entre des commerçants qui veulent s'installer sur Saint-Sever et des propriétaires de beaux commerciaux pour qui certains locaux sont fermés depuis
projet annexe sur la fontaine, 100% des lieux sont vendus. On est en train de finaliser les actes notariés et les aménagements paysagers. Je vous invite à aller au fond du quartier, au bord de l'îlot central qui a été créé, qui participe à regarder ce quartier. Je pense que nous aurons en 2023 fini cet aménagement et que nous pourrons le clôturer. Sur l'écoquartier, 9 familles sont déposées. On voit fleurir la première et la deuxième maison d'architecte qui donne un peu le là de ce que sera ce quartier. Et le but est de finaliser les travaux de la phase 1, notamment les aménagements paysagers. L'occasion pour moi de dire que les arbres morts ou arbustes qui sont pas en bon état sont pris en garantie à 100% par le prestataire qui les a installés, de façon à ce que tout soit d'ici l'été le plus beau possible. Sur l'assainissement, les tarifs restent stables malgré un programme de travaux très important, notamment au niveau de l'ancienne station, celle qui est à côté du stade de foot, et de l'avenue de la Gare, pour les travaux en cours. C'est une des deux canalisations principales, puisque la moitié de l'assainissement de la ville descend sous l'avenue du Général de Gaulle, et l'autre moitié par le Koun de Metz, ce ravin qui est à l'arrière du torrent et qui se jetait dans une canalisation qui était considérée comme insuffisante. Et donc là, vous avez une très grosse canalisation qui devrait participer à l'adaptation de nos ratios d'assainissement par rapport aux obligations des nouvelles lois qui visent à ce qu'il y ait de moins en moins de rejets dans la nature par tout orage. Vous avez également sous Verdun, Arceau et Lafayette l'ensemble des réseaux d'eau qui seront modifiés, des réseaux d'assainissement qui sont mis en séparatif, qui seront faits sur l'ensemble de l'axe. Sur l'eau, nous avons eu l'expert qui avait été mandaté dans le cadre du litige avec le syndicat des eaux de Marseille qui a rendu son rapport qui considère qu'en 2018, le prix d'achat de l'eau par la ville aurait dû se faire à 23 centimes, non pas 25 centimes tel que nous le payions. Et donc les 37 centimes que nous demandait le syndicat étaient déconnectés de la réalité des prix finaux. Et au regard des évolutions aussi des coûts, on propose qu'aujourd'hui le prix compris ne soit pas les 37 centimes que nous demandait le syndicat, mais 27 centimes. Nous aurons lors du prochain conseil l'occasion de revenir là-dessus. Je vous remettrai les éléments du rapport de façon à ce que chacun parmi nous puisse constater qu'on a bien fait en 2018 de ne pas accepter cette constatation du prix qui nous avait été fait sans justificatif d'ailleurs. Donc nous continuerons ce qu'on a fait pour acheter l'eau au bon prix. Dernier point dans les éléments d'information, les derniers budgets. Avec le budget du musée, l'occasion pour moi de vous dire que vous êtes tous conviés vendredi 1er avril à l'inauguration de la fin de la rénovation du musée, puisque l'exposition permanente, après la rénovation liée des salles liées au Pius, après la rénovation des salles liées à la présentation de l'abbaye de la scène médiévale, vient de se terminer. L'ensemble des collections de Paul Dubedat, qu'il a étudié pendant des années, qui avait des fouilles de Morlaix, des fouilles de la Galesia au Creil, ont pu donner lieu à un nouveau propos muséographique et à une nouvelle exposition sur le passé gallo-romain. Et c'est pour ça qu'en présence de la famille de Paul Dubedat, nous nommerons cette nouvelle aile gallo-romaine Paul Dubedat. C'est vendredi. L'occasion pour moi de vous dire qu'Alizé Vallière, après avoir fait pendant 5 années un remarquable travail de réouverture de ce musée de France, va nous quitter pour travailler sur un projet au musée de Saint-Calais. Nous souhaitons toute réussite et qu'elle œuvre aussi bien là qu'elle a pu le faire chez nous, et que donc, au courant de l'année, nous serons amenés à recruter une nouvelle personne pour s'occuper de la
ce que je pouvais vous dire sur les grands éléments de l'année budgétaire. C'est un débat. La parole est à vous. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, je vais retenir surtout une chose. Dans l'introduction, vous parlez de la crise sanitaire, de la crise aviaire, avec l'impact très porté sur les Saint-Séverins, sur les entreprises, sur les salariés, sur les agriculteurs. En parallèle, une augmentation des charges qui va peser lourdement sur l'ensemble des habitants, des concitoyens. Et c'est aussi cette année-là qui vont voir les impôts augmenter. Alors, vous parlez d'une augmentation de 6 points. Une augmentation de 6 points, il faut bien le rappeler, c'est une augmentation de tous les impôts. Les impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties, ça va être une augmentation de 19%. Chacun des Saint-Séverins propriétaires va avoir son impôt augmenté de 19%. Ce qui n'est pas bien quand on voit justement l'augmentation de 7% de chacun des budgets. Donc ça c'est un point qui pour nous est inconcevable, parce que ça répond à un besoin, à une augmentation aujourd'hui, mais qui en aucun cas, en tout cas, les résultats du compte administratif on les verra, mais ça répond à aucune rigueur budgétaire, puisqu'il y a eu une augmentation pour la stabilité du taux d'imposition, mais l'impôt prélevé sur les Saint-Séverins a augmenté de 20% sur ces dernières années, depuis 2013. Donc ce n'est pas une stabilité de la fiscalité, puisqu'il y a réellement eu une augmentation de l'imposition qui est pratiquée sur les Saint-Séverins. Donc nous, on ne va pas être d'accord forcément avec ce point-là, et on espère que le voir et que ce sera prochainement revu dans le prochain conseil. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques ou commentaires? Oui, Olivier. C'est bon. Merci. Oui, donc, pour rebondir sur ce que dit Cédric Mallet, la difficulté, on n'a toujours pas dans les comptes administratifs, donc c'est particulièrement compliqué pour nous d'appréhender toutes les affirmations qu'on a pu voir à l'écran. Donc, j'ai bien noté 63 000 € d'excédent sur l'exercice budgétaire 2021, si j'ai bien compris. Bon, il faut quand même remettre les choses en perspective. On est aujourd'hui à Saint-Sevé sur un budget cumulé à plus de 10 millions d'euros. Donc, ce qui laisse imaginer qu'aujourd'hui, on est juste sur la ligne de flottaison. On est vraiment très très proche du zéro. Et c'est une tendance forte qui se confirme depuis plusieurs années, puisque les dernières années ont vu le résultat du budget de la ville légèrement excédentaire, uniquement, je dis bien uniquement, parce que vous avez engagé une démarche donc, de vente du patrimoine qui, malheureusement, pour vous, ne va pas vous perdurer, puisque quand on n'a plus rien à vendre, à un moment donné, et nous y voilà, il faut trouver d'autres moyens de renflouer les caisses, puisque la réalité est là. Les 6,2 points que vous avez évoqués dans le débat d'orientation budgétaire, Cédric Mallet l'a bien dit, représentent 19% d'augmentation. Pour donner une idée, alors on se réfère, je le répète, non pas au compte administratif, je n'ai pas le 73-11 du compte administratif 2021, enfin on est sur plus de 400 000 € prélevés chaque année désormais dans les poches des Saint-Séverins. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, vu le contexte économique, les difficultés de beaucoup de familles dans cette commune, de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir payer le carburant, les dépenses alimentaires, l'énergie, je trouve que c'est quand même fort de café d'aller prélever 400 000 € supplémentaires dans les poches de nos administrés. D'autant plus que, moi j'ai fait un peu le tour des communes qui, jusqu'à preuve du contraire, subissent les mêmes contraintes que nous connaissons. Morsinx, pas d'augmentation, 5% il y a des transferts de compétences avec la Comcom, donc neutralité fiscale pour les administrés de Morsinx, la Benne, moins de 2%. Saint-Pierre-du-Mont, pas d'augmentation. Rion-des-Landes, nous n'avons pas non plus d'augmentation à ma connaissance. Mont-de-Marsan, là aussi, le débat d'orientation budgétaire n'a pas fait apparaître une augmentation, donc la fiscalité. Donc il y a quand même beaucoup de communes qui ont subi ce que vous avez évoqué, les différents chocs, parler de l'inflation ou parler des coûts des matériaux. Et pourtant, ces communes, elles, ont été en capacité de ne pas solliciter plus
plus que de raison, le porte-monnaie de leurs administrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la vérité des prix. Vous avez cramé la caisse, il n'y a plus d'argent à s'insuler. Le seul moyen pour vous, c'est donc de mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros au détriment des Saint-Séverine et des Saint-Séverin. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement maladroit. Je pense qu'on est complètement à côté des objectifs qui doivent être remplis d'une collectivité, c'est-à-dire d'avoir une gestion tout en sagesse, qui soit en capacité à la fois de satisfaire les besoins de services publics, sans augmenter outre mesure le coût de ces services publics. Alors vous mettez en avant, je le répète, nous n'avons pas les chiffres, certaines dépenses qui auraient été tenues. Pour moi, quand je vois l'évolution sur les comptes administratifs des dernières années, ce n'est pas le cas. La dette, nous y reviendrons pour le compte administratif lorsque nous serons présents, alors ici même, je ne sais pas si nous aurons déménagé à la mairie d'ici là, mais on pourra refaire le point là-dessus sur la dette. Bref, tout va bien. Vous nous dites que le désendettement s'améliore, c'est dans le débat d'orientation budgétaire. Vous nous dites que la capacité de désendettement elle aussi est au office, et pourtant, vous prenez 400 000 euros de plus chaque année, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Vous allez prendre 2 millions d'euros passés dans les poches des Saint-Séverins jusqu'à la fin de votre mandat. Rien ne le justifie aujourd'hui. Absolument rien, je me répète. Plusieurs communes, toutes les communes sont dans ce cas dans le département, et aucune d'entre elles ne propose une telle augmentation de fiscalité. Ça veut donc dire que vos ratios budgétaires que vous mettez et que vous vantez tant depuis tant d'années sont soit erronés, et vous êtes un spécialiste pour travestir la vérité, soit catastrophiques. Je rappelle ici qu'aujourd'hui, nous sommes en liste rouge, dans le réseau d'alerte nous sommes dans le réseau d'alerte de la Direction Générale des Finances Publiques parce que nous avons des difficultés au niveau de la gestion budgétaire de cette commune. Le secrétaire général de la préfecture d'Élan m'a alerté de la dégradation des comptes de la commune. Aujourd'hui, nous avons la vérité des prix et on sait que vous attendiez avec impatience de passer, bien évidemment, l'écueil des élections régionales pour lesquelles vous étiez candidat l'année dernière pour ne pas proposer tout de suite l'augmentation de fiscalité que je pense que vous avez déjà prévue depuis fort longtemps. Après l'augmentation exponentielle des prix de l'eau et de l'assainissement, je me rappelle qu'à la radio, j'ai toujours la bande-son, vous aviez expliqué doctement, contrairement à ce que je disais, que ça ne serait que quelques centimes sur les factures. Les Saint-Séverins ont vu, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la double peine. Après l'eau et l'assainissement et les factures qui ont augmenté de 2 chiffres en pourcentage pour beaucoup d'entre nous, vous remettez 19% d'augmentation sur la fiscalité. Vous dites d'ailleurs sur les budgets pour l'assainissement, les tarifs restent stables, c'est vous. Vous savez très bien qu'il y a des clauses de révision et des clauses d'actualisation dans ces contrats. L'eau et l'assainissement vont également augmenter à Saint-Sevé l'année prochaine. Je le regrette fortement. Vous évoquez également, alors moi je suis moins optimiste que vous, le budget énergie renouvelable que je partage, parce que moi je suis un fervent défenseur des énergies renouvelables, vous le savez. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, les prix d'achat garantis, notamment dans le cadre des appels à projets de la Commission de régulation de l'énergie, les prix aujourd'hui sont de moins en moins compétitifs et se rapprochent de plus en plus des prix que nous constatons sur les marchés européens. Et il est de plus en plus complexe de trouver des solutions d'installation de panneaux sur les bâtiments avec des opérations qui puissent être économiquement viables. Donc là, je vous le dis, petit message d'alerte, ce sera compliqué de pouvoir développer ce budget. Je vous dis qu'il y a par contre, je le regrette, parce que c'est un budget intéressant. Le budget concernant le patrimoine, là aussi, l'hôtel Krabos, nous avons soutenu l'acquisition. Vous nous aviez dit, et ça fait plusieurs années maintenant, qu'il y avait un projet en cours. On ne voit toujours rien venir. Donc peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'avoir une réunion spécifique sur ce dossier. Ça peut être intéressant afin que nous puissions avoir le même niveau d'information que vous. Concernant d'autres choses, je peux en revenir parce que j'ai noté d'autres choses. Vous dites que je préfère le préciser à chaque fois en tant que vice-président du SIDEC parce qu'on pourrait laisser croire que le SIDEC fait n'importe quoi. Vous avez parlé de l'augmentation de 40% des coûts concernant l'énergie. Effectivement, l'ensemble des collectivités au niveau du département, l'ensemble des collectivités a fait le choix de mutualiser l'achat en gros de l'énergie. Malgré cela, plus 80 000 euros, plus 40%. Pourquoi? Parce que le blocage des prix qui a été décidé par le gouvernement ne s'applique qu'aux particuliers et pas aux collectivités locales. Sachez quand même que même si nous pouvons regretter cette hausse de 80 000 euros avec cet achat groupé porté par le SIDEC,
sans cet achat groupé, en moyenne, les collectivités qui n'ont pas mutualisé, et malheureusement, c'est la grande majorité dans d'autres départements, ces collectivités ont vu le coût de leur énergie, au sens large du terme, être multiplié par 2 ou 3. Donc, certes, on ne peut pas se réjouir de 80 000 € d'augmentation, mais je vous le répète, ça aurait été 250 ou 300 000 € de plus si nous n'avions pas fait cette mutualisation au niveau du CIEM. Je ne reviendrai pas sur la vaccination, vous avez évoqué ça dans votre propos introductif. La région, bien évidemment, va financer à hauteur de 600 000 € une démarche de recherche pour mettre en place un vaccin qui, nous l'espérons, sera efficace. Vous avez parlé aussi de la problématique internationale, puisque je pense que vous connaissez le sujet mieux que moi. On sait très bien qu'il faut qu'on se mette d'accord par rapport aux problématiques de commercialisation à l'étranger et de nos productions. Dans tous les cas de figure, le département des Landes prendra toute sa part dans cette démarche de recherche vaccinale. Nous allons mettre sur l'ensemble de l'accompagnement de la crise aviaire auprès de nos agriculteurs pas loin de 2 millions d'euros, encore une fois, sur le budget, comme nous l'avons fait les fois précédentes. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tout cela. Vous êtes passé très vite sur l'écoquartier. Moi, je suis très inquiet, puisque même si, encore une fois, vous travestissez la vérité en nous faisant croire que des maisons sont construites, je le répète ici même, sur les 119 lots, il n'y a pas un lot du périmètre de l'écoquartier qui a été vendu. Toutes les maisons que vous voyez construire sont hors périmètre et hors règlement de la zone de l'écoquartier. Et je peux vous assurer qu'avec la hausse de la fiscalité que vous nous proposez, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ces écoquartiers s'envoler en matière d'accueil de nouvelles populations, parce que je pense que ça risque de refroidir les ardeurs de certaines personnes qui seraient intéressées pour venir s'installer chez nous. Et pour finir, concernant le budget du musée, aussi je salue le travail réalisé de Panera qui a très bien travaillé. Nous avons toujours voté ce budget d'ailleurs, puisque nous reconnaissons donc la qualité de ses interventions, de son travail. Et, mais je tiens à saluer la qualité de son travail. Et je tiens à saluer la qualité de son travail, je ne vous ai pas coupé. Et donc effectivement, elle rejoint le conseil départemental, j'en suis ravi. Elle va effectivement porter le projet de rapprochement de la maison de la céramique de Saint-Madère avec le musée départemental de Saint-Madère. Et à n'en pas douter, elle sera portée sur cette commune avec la communauté de communes Château-sur-Sang au côté du département, un projet culturel d'envergure et de grande qualité. Je n'avais malheureusement pas toujours voté. C'est vérifiable. C'est un des éléments d'erreur parmi d'autres et par d'autres cours, mais je ne vais pas tous faire autrement. Quand au département, vous avez augmenté, depuis que vous êtes élu, la fiscalité de 20,70%, M. Martinez, là c'était normal. C'était parce qu'il y avait des politiques publiques à mener, parce qu'il y avait un contexte budgétaire qui avait changé, et qu'il fallait adapter les recettes aux dépenses. Lorsque la commune, vous savez, qui a un des taux de fiscalité parmi les plus bas, parmi les 6 plus bas des communes premières du département, fait le choix de se remettre dans la médiane des taux de fiscalité, on n'avait pas augmenté la fiscalité depuis qu'on est arrivé, puisqu'on l'a augmenté en 2016, on l'a redescendu en 2017. Et là, ça fait tout le monde. Le débat public ne se mange pas de posture. Moi, je ne fais pas la reproche d'augmenter les impôts lorsque le département a besoin d'augmenter les impôts. Constater que quand on a 400 000 € d'augmentation des coûts, qu'on cherche à les corriger par des nouvelles recettes, sachant qu'on n'a rien qui augmente à côté, c'est au fond le bon sens. Vous me dites que les autres ne le font pas, rassurez-vous, je vous donne rendez-vous l'an prochain. On verra combien de communes ne vont pas faire évoluer leur fiscalité sur cette mandature. Et qu'est-ce que je constate? C'est que l'an dernier, il y a 2 ans, une grande partie des communes l'avaient fait. À Genève, augmenté de 20% en 2001 sa fiscalité. Donc écoutez, moi, j'ai un taux de fiscalité qui va. J'ai pas augmenté depuis 2014. Peut-être tôt ou tard, besoin de faire appel au levier fiscal lorsqu'on a une conjoncture, peut-être que c'est qu'il y a. Elle se passe aujourd'hui, vous me dites que c'est la double peine pour le Saint-Severin. Monsieur Manet, la double peine, ça serait qu'on arrête notre politique publique en faveur des Saint-Severin et du coup de leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un enfant qui est scolarisé à l'école publique, qui mange tous les jours à la cantine, c'est 500 € de financement public. Pourquoi?
pour lui permettre de payer que 2,33 €, alors que ça coûte 3,5 € de plus. Ça, c'est une politique publique à laquelle nous tenons. Lorsqu'on fait la garderie gratuite, un abonnement à l'année minime, alors que la quasi-totalité des communes le font payant, c'est une politique publique de solidarité auprès des familles. Lorsqu'on donne 300 € à chaque enfant de Saint-Sevé qui passe 30 heures au cinéma pour qu'il puisse avoir une partie de son permis de conduire payé par la collectivité, c'est une politique publique au service du pouvoir d'achat. La pire des choses qui pourraient être menées, c'est quand même n'attendre pas nos recettes au coût auquel on doit faire face, qu'on vienne à rogner sur nos politiques publiques de soutien au pouvoir d'achat, qu'on revienne sur des politiques sociales que l'on mène pour essayer de permettre à tous d'avoir accès au sport et à la culture grâce au soutien qu'on fait aux associations. On va mettre 255 000 € sur la table cette année. C'est le plus gros budget qu'on ait jamais fait. Alors, l'an dernier, vous me critiquiez, on ne dépensait pas assez, et maintenant je dépenserai trop. Et vraiment, j'ai l'impression qu'une année sur l'autre, il y a une constante. Tout ce qu'on fait, ça ne va jamais. Pour autant, je voudrais finir sur une note positive. La situation financière de la commune est solide. Monsieur Suter était là l'an dernier, monsieur Martinez, mais on n'est pas à l'abri de toutes les tentatives de déstabilisation. Il m'avait donné son jugement sur le compte. Et on le fera revenir. On n'a rien caché. Est-ce que la capacité de désendettement s'améliore? Oui. Elle était de 15 années lorsqu'on arrive à la responsabilité. Et fin 2021, elle était 7 et 8. Lorsque on parle de dette, lorsque c'était DGS de la commune, M. Martinez, de 2001 à 2008, la dette a augmenté dans cette commune de 3,8 millions d'euros. Lorsque Jean-Pierre Dagne, notre beau-père, M. Mallet, était en responsabilité de 2008 à 2013, dans son deuxième mandat, il a augmenté de 2,13. Nous, on l'a baissé de 500 000 €, d'un demi-million. Alors, vous pouvez me dire, nous, on l'a augmenté de 6 millions, vous l'avez baissé de 0,5. C'est pas assez. Je suis d'accord avec vous. Si j'avais 2 fois moins de dettes que la moyenne des communes comparables, c'est-à-dire si j'avais autant que la moyenne et pas les 2 fois plus que vous m'avez laissé, j'aurais 400 000 € de dépenses tous les ans en moins. Malheureusement, cette dette, et vous nous aviez promis en 2014 que ça s'enlevait à une fin de 3 ans, c'est annulé, M. Martinez. Et cette dette, elle entrave la capacité financière de la ville pour des années et des années. Voilà. Donc oui, la dette baisse. Oui, la dette des budgets eau et assainissement baisse. Oui, l'écoquartier s'aménage. Une maison à étage contemporaine en mur béton avec toiture végétalisée, elle est sur le périmètre de l'écoquartier, M. Martinez. Ou alors vraiment vous avez des problèmes de combat. Eh bien écoutez, je vous confirme que c'est la première phase que nous aménageons. Il y a une première maison d'architecte. Sérieusement, je dis d'ailleurs tout le monde a allé regarder quoi peut ressembler demain au quartier. Il va y en avoir une deuxième qui se construit. Voilà. Et quand on dit qu'il y a 5100 habitants, on a gagné 350 habitants ces dernières années, c'est grosso modo que les gens doivent trouver qu'ils ont dit bien à Saint-Sevé. Cette ville est attractive. Et au final, l'augmentation d'impôts, moi, elle ne me fait pas plaisir, je serai le premier à la payer. C'est une augmentation autour de la table, je pense, puisque c'est les propriétaires qui la payent. On va tous payer 12 € de plus par mois en moyenne. J'aurais préféré faire 100, mais quand vous avez 400 000 € d'augmentation des dépenses, toutes choses égales par ailleurs, vous avez 2 solutions. Soit vous baissez les services publics, c'est-à-dire vous augmentez les tarifs à la cantine. Vous augmentez le prix d'entrée à la piscine. Vous arrêtez la mise à disposition plus gracieuse des salles aux associations. Bref, vous arrêtez les services publics. Si vous voulez continuer à le développer, vous verrez que dans la prochaine délibération, on va proposer une tarification sociale des cantines pour que la première fois Saint-Sevé soit à moins de 1 € ou 1 € pour 75% de famille. Mais il faut continuer à avoir des recettes. Moi, j'ai connu une époque où chaque année, les dotations augmentaient. Sous Nicolas Sarkozy, il les a stabilisés, ils en disaient pique-pas. Sous François Hollande, ils arrivaient de moitié, vous n'avez rien dit.
Il manque 500 000 euros tous les ans dans les comptes. Depuis qu'on a la joie d'avoir M. Macron, il les a stabilisés à ce niveau-là, ils ne augmentent plus. Et chaque année, on fait avec ces 500 000 euros en moins de dotation de l'État. Et donc, quand vous avez une augmentation qui, comme on la connaît là, malheureusement, on a peu d'autres choix. Je voudrais finir, puisque vous avez évoqué les agriculteurs, on a fait une chose, de ne pas augmenter la taxe sur le foncier non bâti, parce que c'est eux qui la payent principalement, au regard de la crise qui traverse. Je vous propose qu'on passe sur M. Martinez. Si vous avez des éléments à nous dire sur l'augmentation de la fiscalité au département, je suis pas là. Une fiscalité qui a augmenté de 2 points, effectivement. 20,7% des C'est faux. On n'a pas voté 20,7%. Et sachez vous êtes dans 14,6, vous avez fini à 16,97. Est-ce que je peux vous terminer, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Les chiffres sont faux. Écoutez, je peux parler. C'est une question. Je peux parler. Elle pourrait demander une réponse simple. Les chiffres sont justes ou faux. Est-ce que je peux parler? Cette fiscalité, vous en avez bénéficié à plein, puisque lorsque nous avons perdu le levier fiscal, l'intégralité du foncier du département a été rebasculée à la commune de Saint-Sevé. Moi, si vraiment vous aviez un souci avec cette fiscalité, j'aurais pu m'attendre, à juste titre, que lorsque vous avez récupéré cette fiscalité que vous considérez trop importante à l'époque, peut-être, vous auriez baissé d'autant cette augmentation que vous estimez illégitime et anormale. Vous ne l'avez pas fait, vous avez fait cette fiscalité. Et c'est donc la fiscalité du département plus celle que vous aviez jusqu'alors, puisque c'était l'addition des 2 taux qui donne les 32,61 aujourd'hui que nous avons sur nos feuilles d'impôt. Vous n'avez pas contesté la fiscalité. Donc vous êtes accommodé du taux de fiscalité du département qui, malgré tout, malgré cette hausse, je rappelle que nous avons des allocations individuelles de solidarité des dépenses obligatoires que nous devons payer, nous n'avons aucun droit de regard dessus. Contrairement à vous, sur votre budget, où vous êtes libre de dépenser ou non, vous gardez cette liberté que nous n'avions plus. Vous n'avez pas baissé la fiscalité, vous avez fait votre cette augmentation de fiscalité du département, que vous avez intégrée de par la loi dans votre taux communal. L'addition des deux, c'est les 32,61 que nous avons sur le feuille d'impôt. Nous passons à 38,81. Nous avons donc une augmentation de 19%, et ça correspond à 19% de votre choix. Deuxième chose, vous parlez de la dette. Alors, il va falloir arrêter. J'ai jamais été élu maire de cette commune, j'étais directeur général des services, je vais finir par croire que vous étiez jaloux. Bon, sachez que, je vous rappelle, un DGS, nous avons votre DGS qui est ici. J'espère que vous ne serez jamais mis en cause comme ça, parce que c'est petit temps quand même. Vous êtes le maire de la commune, monsieur Tozan, ou c'est votre directrice générale, c'est des services qui décident? Dites-moi, parce que quand ça ne peut pas être la géométrie variable. Si vous considérez que c'était moi qui dirigeais cette commune il y a 15 ans maintenant, ça veut dire que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Je me confirme. Je préfère la loyauté de Lisiane à la vôtre vis-à-vis de Jean Bernard, votre capacité à défendre son projet politique et ses augmentations d'impôts, ni vous, ni. Mais, monsieur Tozan, aujourd'hui, ici, vous êtes vraiment solidaire avec lui, vous ne l'expliquez pas. Aujourd'hui, c'est l'augmentation de la population. C'est que nous avons créé les conditions avec les investissements que nous avons réalisés d'accueillir une augmentation conséquente de la population. Parce que ce travail, c'est un travail de longue haleine. Il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de services publics de qualité, il n'y avait pas de centre de loisirs. On a multiplié les interventions financières. Je vais terminer sur la feuille. Parce que vous avez dit non, lorsque vous êtes mis en difficulté, là c'est le commune. Est-ce que je peux continuer? La crèche a été soumise d'une ouvrage communal. Elle a fait l'objet après par la suite d'un transfert au titre donc, de la prise de compétence par la communauté de communes. Il serait bon que vous puissiez réviser vos dossiers avant d'intervenir comme ça de manière impromptue concernant mon propos. La dette. Vous parlez de la dette. Vous n'aviez pas de mots assez sévères pour nous expliquer il y a quelques années que cette dette, c'était la catastrophe. En gros, on n'allait jamais s'en sortir avec un tel montant de dette. Aujourd'hui, parce que ça fait quand même le deuxième mandat que vous exercez, je vous rappelle que plus de 80% de la dette que nous avons dans le stock de dette, c'est votre dette, c'est votre signature sur les contrats auprès des banques, c'est votre signature. On a le tableau non historique, là-bas, on aura un compte administratif en quelques semaines, on pourra vous le reconfirmer. Donc, il faut arrêter de mettre en cause les gens de manière comme ça inconsidérée. Moi, je m'en fiche, j'ai les épaules larges, j'ai l'habitude avec vous. Vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude d'attaquer les personnes. Vous savez, les grands esprits attaquent les idées. Les petits esprits, eux, attaquent les gens. Et nous savons où vous situez. Parce que remettre encore une fois en cause l'intégrité morale
moral, parce que c'est le terme de Cédric Mallet, en lui parlant de son beau-père, je peux vous assurer que vous êtes en dessous de tout. Vous êtes en dessous de tout. Vous nous faites du Darmanin. C'est triste, parce que moi je m'attendais quand même à ce que vous ne soyez pas au diapason de ce gouvernement, mais vous l'êtes. Vous savez, on a plein de choses à dire sur vous aussi, mais dans le cadre de vos fonctions. Vous savez, moi, quand on apprend que le 21 mars dernier, il y a une session à la région très importante, 31 délibérations qui sont à l'ordre du jour. Vous signez le matin, une délibération est votée. Et la deuxième délibération l'après-midi, vous signez la feuille de présence pour ne pas perdre vos indemnités de fonction. Et après, vous vous carabatez pour rentrer chez vous. Écoutez, soyez irréprochables, et après, on pourra parler. D'accord? Qu'est-ce que vous plaît ici? Écoutez, vous êtes un florilège de haine. Je croyais que vous alliez changer. Décidément, vous ne changez pas. C'est à la région que je suis intervenu sur Cagor. On est sensibilisé sur cette situation. Il y a eu une réunion ici d'ailleurs avec tous les éleveurs qui étaient dans cette salle. À la région que je suis intervenu sur les rivières, qui est un sujet extrêmement compliqué, où d'ailleurs, je crois qu'il y a un partage de vue entre les différents groupes sur cette obligation de vaccination qu'on essaie de porter vis-à-vis de l'État, qui pour le moment il n'accepte pas. Je suis intervenu à la région sur la question de la LGP. Rassurez-vous, la région, je défends le dossier Saint-Séverin. On a malheureusement à faire face à une crise économique dramatique, notamment sur les questions agroalimentaires, notamment des prestataires qui sont autour, qui aujourd'hui sont en cessation de paiement sur le territoire, les horaires sur les signatures, ainsi de suite. Ça nie que ni tête, M. Martinez. Et pour finir, vous avez augmenté les impôts de Saint-Sauvé de 33%. Je dis vous parce que vous étiez auprès de Jean Pierre pour être élu sur un troisième mandat. Vous étiez en troisième position socialiste. Donc au moins soutenez la philosophie politique que vous aviez soutenue pendant toute la campagne. Vous avez été pour continuer sur cette filiation-là. Voilà. Bon, écoutez, mon jeu d'histoire, on n'arrivera jamais à tomber d'accord, puisque votre approche, c'est d'être contre tout. J'étais présent à la séance. Je vous enverrai les vidéos de mon intervention sur la primaire. Bien sûr. Vous pouvez vous en inspirer, ça vous fera quoi. Yoann m'a indiqué qu'il semblerait que j'ai fait une erreur sur la photovoltaïque en disant que c'était sur les toitures de Jacobin. Ce n'est pas le cas. C'est bien sur les toitures de l'Albert. Voilà. Je voudrais vous préciser ça. C'est ce que j'ai dit au micro, c'est ça. Oui. Rassurez-vous, les toitures des Jacobins sont classées monuments historiques. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous prenions acte que nous avons débattu. Par rapport à l'augmentation, aujourd'hui contraire. La contrainte, personne ne dit contraire à augmenter cette imposition. Il y aurait d'autres possibilités. La réduction des charges, vous avez augmenté sur l'ensemble de votre mandature, vous avez augmenté de 500 000 € chaque année les charges salariales. Et ça, personne ne vous dit le contraire. Chaque année, 500 000 €? Oui, désormais, c'est 500 000 € chaque année. Chaque année. Exactement. Donc en 8 ans, je les ai augmentés de 4 millions d'euros. On est d'accord, M. Mallet? Pour les 8 prochaines années, par rapport au début de votre mandat, c'est exactement. J'ai augmenté la masse salariale de 4 millions d'euros, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire que vous avez augmenté de 500 000 €. On se consignait dans le 2013. 400 000 € chaque année. Entre 2013 et 2020, l'augmentation est de 500 000 €. Donc, ce qui veut dire que ces 500 000 €, c'est ce qui vont perdurer. Et c'est bien cela que vous cherchez aujourd'hui. C'est bien cela que vous cherchez. Vous ne savez pas les pays, non. C'est déjà le cas par rapport à. Le prix des 10 a augmenté. Mais comment vous pouvez dire des choses Le prix des 10 a augmenté de 8 €. Et les charges, ça a augmenté de plus de 20%. Pour quel bénéfice pour les censeurs? C'est ça, la principale question, c'est pour quel bénéfice pour les censeurs? Quand on voit qu'il faut attendre 3 mois pour avoir une carte d'identité, si c'est pour avoir de fleurs, bon, peut-être que la priorité n'était peut-être pas sur ça aujourd'hui. Et comme vous venez de le dire, la charge pour l'ensemble des personnes, les entreprises agroalimentaires sur CSEV, les entreprises de plus, entreprises agroalimentaires, tout ce tissu économique va largement trinquer. Donc c'est vraiment pas, c'était bien une année où vous pouviez vous exonérer de cette augmentation, c'était vraiment ça. Écoutez, on va arrêter là. Lorsque je suis arrivé en responsabilité, il y avait 13 emplois jeunes qui avaient été pris pour remplacer les départs à la retraite
pour masquer l'augmentation de la masse salariale. Ce n'est pas ma politique RH. Lorsque je suis arrivé en responsabilité, le premier diagnostic qui a été fait, puisqu'on avait fait un diagnostic RH, c'était de prouver qu'on ne respectait pas les encadrements aux écoles. Il n'y avait pas de BPGEPS titulaire et BPGEPS en second pour l'encadrement. Or, au regard du nombre d'enfants, c'était une obligation légale. Oui, j'ai pris cette poste-là. Voilà, je pourrais continuer sur plein de sujets où on a effectivement été amené à se professionnaliser nos équipes. Et on faisait venir une équipe pour changer les ampoules. On avait plus d'électricien dans la ville, 75 € de facture pour changer l'ampoule. C'est équipé d'une équipe régie qui fait les travaux à l'interne. Après, vous pouvez me dire qu'il y a d'autres politiques possibles. On peut laisser tomber les bâtiments, on peut les entretenir, mais quand on ne les entretient pas, ça coûte toujours plus cher. Parce qu'il faut les rénover. Écoutez, je pense que le débat a eu lieu, on se reverra de toute façon dans 15 jours. Johan, oui. Plus fort, on t'entend pas. Ça va arriver. Allô? Juste une petite question à poser à Olivier Martinez, parce qu'il est toujours très fort pour nous donner des cours pendant de longues minutes, et pas forcément pour écouter les autres après. Mais en fait, dans ton propos, Olivier, tu nous as dit que la dette aujourd'hui, c'était la nôtre. Alors, je vais simplement te poser une question, c'est-à-dire que depuis quelques années, en fait, depuis qu'on est élu, depuis plusieurs années, toute la dette qu'on rembourse et que donc les sanctions de l'État remboursent depuis de nombreuses années, c'est donc celle de Jean-Pierre, mais la tienne oubliée. Plus de question, je ne comprends pas. Je n'étais pas en responsabilité, je veux dire, à un moment, tu sais, il faut être intelligent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Non, mais ça fait 3 fois que je vous explique que je n'étais pas en responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, alors vous posez des questions et vous vous empêchez de répondre. C'est extraordinaire. Mais toute la dette de Jean-Pierre Dalle est éteinte, quasiment. Aujourd'hui, 90% de la dette, mais comme Jean-Pierre Dalle m'a remboursé les dettes de Jean-Pierre Dalle, qui lui a remboursé les dettes de Jean-Marie Codonnier. Et comme nous rembourserons peut-être les dettes de M. Tozin, on ne sait rien. En tout cas, la dette, c'est les 500 000 € qui a prouvé quelque chose. La dette, on verra au côté administratif, s'il vous plaît. On va les chiffres. Oui, Christophe. Je voudrais parler au président pour la table et le bord. Il y a en 2000, pendant le mandat, le premier mandat de Jean-Pierre Dalle, il me semble que la cité Montador a été vendue. C'était par rapport au patrimoine. Monsieur Martinez. Moi, je suis un peu embêté avec les propos racistes, donc en vrai, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça dépasse? Ceux qui n'étaient pas là ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est un vrai Saint-Séverin? C'est quelqu'un qui est né à Saint-Séverin. Ah, et donc nous avons des fous, ça c'est pas ça. Nous sommes des fous, Les gens qui n'étaient pas là, à ce moment-là, ne le savent pas. Les gens qui n'étaient pas là à ce moment-là ne le savent pas. Est-ce que la cité Montador a été vendue? Est-ce que la cité Montador a été vendue? Qu'est-ce qu'un vrai Saint-Séverin? Je voulais dire à Christophe, c'est que ce qui était malheureusement là, il y avait pas de la cité Montador a été bradée. C'est comme ça. Malheureusement. Claire, vous vouliez dire quelque chose?
Je voulais dire que M. Martinez, en tant que conseiller départemental, trouve normal que le conseil départemental augmente les impôts, normal que le CIE augmente ses tarifs, mais lui, comme M. Mallet, comme les propriétaires que nous sommes qui auront à payer la taxe foncière, moi je me réjouis de participer personnellement à ce que les gens soient un peu mieux traités. Je trouve que les propriétaires que vous êtes ne sont pas aussi généreux que ça. Bien, je vous propose qu'on finisse sur cette note positive. Je vous remercie, Claire. C'est un appel à la responsabilité. Au fond, la solidarité repose aussi sur le pouvoir. En tous les cas, on ne financera jamais des dépenses qui ne. Par les impôts de demain, c'est-à-dire par l'augmentation de la dette, comme ça a été fait pendant plusieurs mois. Est-ce qu'on peut prendre acte que ce débat a eu lieu? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, parce que, alors c'est vrai qu'il est coutume de prendre acte d'un débat d'orientation budgétaire. En vérité, on est surtout sur un débat de désorientation budgétaire, puisque, voilà, on s'en rend compte, on nous a raconté une belle histoire dans le document, mais au bout du bout, on prend 19% d'augmentation de fiscalité parce que les comptes de la commune sont tellement dégradés qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous, on ne va pas prendre acte, on considère que ce n'est pas un débat d'orientation budgétaire. Un débat d'orientation budgétaire, il y a une perspective pour la commune. Là, il n'y en a pas. La perspective consiste à dire 19% d'augmentation, 400 000 euros de prélèvement. Vu la situation économique actuelle, c'est proprement scandaleux. Nous, groupe d'opposition, ne prenons pas acte de la tenue de ce débat. Il faut que ça soit explicitement marqué dans le procès verbal. Mais je pense que le commun des mortels pourra constater qu'il y a peu de débat. C'est aussi vrai que l'ensemble des éléments que vous avez pu démontrer pendant votre argument. Mais bon, si vous considérez que vous prenez acte qu'il y a peu de débat, je laisserai chacun juger. Sur le deuxième point, alors du jour. Vous allez me dire, cet impôt qu'on prend chez SNCF, il sert à quoi? C'est intéressant. Il va nous servir à aller plus loin dans une politique de solidarité. Un dispositif de l'État a été mis en œuvre qui nous permettrait, puisqu'on fait partie des communes qui sont éligibles, à être une des premières communes du département pour mettre en place la cantine à 1 €. Voir la cantine à 90 centimes, pour ceux qui ont le quotient familial, c'est-à-dire un niveau de revenu par nombre d'enfants qui est le plus faible, et de continuer à conserver pour à peu près 25% des administrés le tarif à 2,33 €, sachant que le coût de revient est aujourd'hui entre 5 et 6 €. Voilà ce que je vous propose. C'est un gain pour tout enfant qui va bénéficier de la cantine à 1 € de 191 € par an, qui sera plus de 100 € pour ceux qui sont à 90 centimes. Et l'occasion pour moi de rappeler que ces repas sont servis par du personnel communal qualifié et réalisés par des cuisiniers de métier qui utilisent des matières premières régionales conformes à la loi Egalim crue. Donc tout ça est fait dans une cuisine équipée de tout le matériel de cuisine par des professionnels. Et que nous faisons là aussi le choix d'avoir des agents rémunérés à leur juste qualification pour revenir sur les propos que j'en tenais tout à l'heure. Vous nous expliquez que nos agents étaient trop payés, il fallait réduire ou le nombre d'agents ou la rémunération que l'on donne. Et donc on va continuer à faire une cuisine de proximité pour que les enfants mangent bien dans nos cantines et ils paieront un prix beaucoup plus faible à partir du mois de septembre. Il nous faut pour cela conventionner avec l'État. Vous avez le modèle de convention qui est joint et cette convention vaut pour 3 ans puisque c'est l'État qui participera de mon côté au financement de cette politique de solidarité. Y a-t-il par rapport à ça des questions ou des interventions? C'est juste un peu fort de dire que l'augmentation de l'imposition va permettre d'aider alors que c'est une
une aide nationale. Donc vraiment faire ce raccourci-là était vraiment assez mauvais. Oui, mais cette mesure-là, cette chose est très intéressante, c'était quelque chose que l'on demandait, et en faire un peu de social, c'est très bien de mettre ce niveau-là pour les Saint-Sévériens, puisque comme vous l'avez rappelé, c'est bien 3/4 des Saint-Sévériens, des enfants de l'école primaire qui vont pouvoir en bénéficier, ce qui veut dire que ces 3/4-là, c'est des familles qui ne sont pas forcément privilégiées et qui vont aussi subir cette augmentation de coûts. Moi, ce que je veux vous dire, M. Mallet, pour répondre à votre question, c'est que le fait que la cantine soit 2,33 € aujourd'hui pour l'ensemble des enfants, ça représente un effort public de 250 000 €. Donc si on adapte nos recettes, nos dépenses, à un moment, on va revenir sur toutes ces dépenses-là. Puisque cette fois, on ne paye pas plus de revenus, les familles ne payent pas plus de revenus. Il faut aller plus loin dans l'ensemble de l'État. Il est aussi monté par les services de la ville, qui sont des services administratifs de qualité que nous avons aussi renforcés pour justement améliorer nos taux de subvention et des dispositifs dont on est éligible. Sur la mandature précédente, en 2008 à 2013, on avait 11% des investissements qui étaient financés par des subventions. Aujourd'hui, on en est entre 30 et 40%. C'est aussi une série de dossiers. Pour monter ces dossiers-là, il faut des services de qualité. Je propose une question, une voie tout ce que je peux comprendre, et que le monde se réjouissait de cette initiative. Y a-t-il des gens qui sont contre ce dispositif? Des gens qui s'abstiennent? On va finir sur une note positive. Vous nous donnez